Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une fiche de lecture que j'espère la plus complète possible, consacrée aux fausses confidences de Marivaux. Cette séance se déroulera de la façon suivante. Tout d'abord, je présenterai l'auteur, puis l'œuvre, et ensuite, j'extrairai les enjeux majeurs des fausses confidences, enjeux majeurs qui sont à la fois les thèmes principaux et les enjeux esthétiques et littéraires. Nous commençons évidemment par une biographie très rapide de Marivaux. Biographie très rapide, c'est-à-dire évidemment biographie incomplète, mais largement suffisante pour aborder l'œuvre. Ce que l'on retient tout d'abord, c'est que Marivaux est un noble du XVIIIe siècle. Il s'appelle en fait Pierre Carlet et il va se faire appeler Pierre de Carlet ou Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux ultérieurement. Il naît à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de date de naissance connue pour celui-ci, c'est un homme très discret. On connaît seulement sa date de baptême parce qu'elle a été retrouvée par des historiens. Il est issu, Marivaux, de la petite noblesse normande. Petite noblesse, mais sa mère est la sœur de l'architecte du roi, qui s'appelle Chamblin, ce qui va lui donner des entrées à la cour et c'est sans doute pour cette raison qu'il va choisir d'intégrer le nom de Chamblin à son nom de famille. On sait de lui qu'il a suivi des études de droit et qu'il les a suivies un petit peu en dilettante, en faisant d'autres choses à côté. Il n'empêche qu'il va être reçu comme avocat. Il ne travaillera pas à l'issue de ses études, il va épouser une femme suffisamment fortunée pour que sa dot lui permette de vivre largement. Il semble bien qu'il ait ensuite exercé un certain temps parce qu'il a connu une faillite personnelle à la suite de la banqueroute du système monétaire de l'économiste Law, banqueroute qui va aboutir d'ailleurs à la ruine de 10% de la population française. Ce que l'on peut retenir également de Marivaux, c'est qu'il est un auteur accompli dans la mesure où il va s'essayer sans doute à tous les genres possibles. Il s'illustre évidemment, et c'est pour ça principalement qu'on le connaît, dans l'écriture de comédies, allant des comédies morales aux comédies d'amour en passant par les comédies d'intrigue, mais il a aussi écrit des drames bourgeois bien moins connus. Alors pour rappel, le drame c'est un mélange entre la tragédie et la comédie. Il a écrit des tragédies qui ne sont vraiment pas connues, des romans qui par contre ont encore aujourd'hui leur petit succès et des réflexions morales dans des journaux de l'époque. Enfin, ce que l'on va retenir de Marivaux, c'est qu'il est un auteur moderne. Moderne parce qu'il fréquente ceux que l'on nomme les modernes. Les modernes, ce sont des auteurs qui pensent que la littérature doit être renouvelée, qu'elle doit être adaptée à l'époque où elle est écrite, et que les plus grandes œuvres sont celles qui sont celles du temps concerné. Il s'oppose, ces modernes, à ceux que l'on va appeler les anciens, et qui sont ceux qui pensent au contraire que la qualité d'une œuvre est lisible à sa postérité, et que c'est le temps finalement qui dit qu'une œuvre est de valeur ou qu'elle n'est pas de valeur. La querelle entre les anciens et modernes, elle remonte au XVIIe et elle va connaître un regain de vigueur au XVIIIe, en particulier au théâtre, où des genres nouveaux apparaissent, drame, comédie morale. Et c'est là évidemment que cette querelle prend tout son sens, puisque certains vont considérer que le drame est la forme du temps, est la forme moderne par excellence, et donc qu'une pièce de qualité est une pièce qui s'inscrit soit dans ce genre, soit dans celui de la comédie morale, alors que d'autres auteurs vont au contraire considérer que n'est de valeur qu'une comédie ou une tragédie. Voilà pour la biographie très rapide, je vous l'avais dit, de Marivaux. Je m'intéresse maintenant aux fausses confidences qui paraissent en 1737 et avant que d'en faire le résumé, je vais vous présenter l'œuvre au moment de sa sortie. Un tout petit peu d'histoire pour commencer. La fin du règne de Louis XIV est marquée par une grande austérité qui est en particulier due à Madame de Maintenon que le roi a épousée en secret. Et cette femme va imposer une façon de vivre dévote à la cour qui donc va peu à peu s'éloigner des frivolités, des fêtes, etc. Par ailleurs, la situation de la France est particulièrement délicate. Les finances sont au plus bas et de nombreux conflits avec les pays voisins fragilisent le pays. À la fin du règne de Louis XIV, donc en 1715, la France va connaître une période qui est davantage une période tournée vers la frivolité.
Avec le retour de cette frivolité, de cette légèreté, va se développer un goût de la rencontre et des conversations. Les intellectuels, hommes et femmes, fréquentent des salons. Ces salons, que l'on n'appelle pas à l'époque des salons, mais des sociétés ou des maisons ou des cercles selon, vont mêler des politiques, des gens de lettres, des scientifiques, des femmes influentes, des femmes du monde, et tout ce petit monde se réunit pour discuter des questions du temps, de l'actualité philosophique, littéraire, culturelle, voire sociétale. Le retour de la légèreté va aussi marquer le goût des galanteries dans la cour, mais aussi dans les milieux les plus favorisés de France. La pièce de Marivaux, Les fausses confidences, elle s'inscrit parfaitement dans ce goût pour ce que l'on appelle les badineries et dans le goût pour les échanges verbaux, pour les conversations. Cette pièce va être jouée une première fois en mars 1737 sous le nom de La fausse confidence. Et à ce moment-là, elle ne va pas rencontrer un grand succès. On va lui reprocher finalement d'être assez proche des anciennes pièces de Marivaux. Marivaux ne se renouvelle pas, dit-on à l'époque. Pourtant, dès qu'elle est reprise, l'accueil va être beaucoup plus favorable. Et cette pièce, c'est ce que l'on appelle une comédie d'intrigue, dans la mesure où elle progresse par des intrigues, à partir d'intrigues. Elle est aussi une comédie qui critique les pouvoirs de l'argent dans la société représentée, donc d'une certaine façon d'une comédie politique, et elle est enfin une comédie d'amour. Cette pièce est constituée de 3 actes et je vous propose un résumé rapide de chacun de ces actes. Le premier acte, évidemment, pour commencer, la pièce tourne autour du personnage de Dorante. Dorante, c'est un jeune homme de bonne famille qui est ruiné. À un moment donné, il avait un valet, Dubois, et Dubois a été obligé de le quitter puisque Dorante ne pouvait plus le payer. Alors Dubois s'est engagé au service d'Araminte, une jeune veuve fortunée, dont a été pris Dorante. Et Dubois va intriguer pour que M. Rémy, l'oncle de Dorante, présente ce dernier chez Araminte et l'introduise en proposant ses services comme intendant. La ruse fonctionne, M. Rémy présente Dorante à Araminte qui le retient comme intendant. Et si M. Rémy accepte de rentrer dans cette ruse, c'est parce qu'il voit là une occasion de marier Dorante à Marton, la domestique d'Araminte. Dorante se retrouve donc au service de celle qu'il aime et Dubois lui conseille de feindre de ne pas le connaître. La mère d'Araminte, Madame Argante, voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Dorante, parce qu'elle pensait engager un autre intendant. Et cet intendant qu'elle voulait engager, il était recommandé par le comte d'Orimont. Pourquoi est-ce qu'elle voulait absolument engager cet intendant? Pas du tout pour les compétences de ce dernier, mais parce qu'elle souhaite plaire au comte d'Orimont, qu'elle aimerait bien avoir pour gendre. Elle souhaiterait que sa fille l'épouse, non seulement parce qu'il est comte et que c'est un statut prestigieux, mais aussi parce qu'un procès menace d'opposer le comte d'Orimont à la famille de Madame Argante et d'Araminte et qu'un mariage éviterait évidemment le procès en question. Quand Dubois va se retrouver seul avec Araminte, il va lui dire connaître l'homme embauché, il va lui dire que c'est son ancien maître, il va lui dire qu'il s'agit d'un fort honnête homme, qu'il a de nombreuses qualités, mais qu'il est amoureux d'elle. Donc vous repérez qu'au départ, Dubois dit à son ancien maître de feindre de ne pas le connaître, mais qu'il dit lui à Araminte qu'il connaît Dorante. Ainsi s'achève le premier acte. Le deuxième acte s'ouvre sur une conversation entre Dorante et Araminte. Dorante assure à Araminte qu'elle peut tout à fait aller au procès contre le comte, qu'elle est sûre de le gagner et qu'elle n'a donc aucune raison de l'épouser. Il travaille évidemment pour son propre compte. Monsieur Rémy intervient à ce moment-là et vient demander à son neveu de quitter la place. Finalement, il ne veut plus qu'il épouse Marton. Il a rencontré une femme avec 15 000 livres de rente et qui serait prête à épouser son neveu. Donc il vient débaucher en quelque sorte Dorante. Mais Dorante évidemment ne veut pas renoncer à cette place et il va expliquer qu'il refuse de partir parce qu'il est amoureux. Marton, qui est présente et qui tout d'abord a été informée par Monsieur Rémy que Dorante l'aimait dans le premier acte, pense évidemment que c'est elle. Et Dorante, qui ne veut pas se mettre en situation délicate face à Monsieur Rémy et face à Araminte, ne la détrompe pas. Un garçon arrive alors qui vient livrer un portrait à Dorante. Il est reçu par le comte et par Marton est persuadé que Dorante a fait son portrait ou l'a commandé, elle ne sait pas très bien. Quant au comte, lui, il est un petit peu plus suspicieux. Il imagine que cela pourrait être un portrait d'Araminte commandé ou envoyé
par un admirateur secret. Donc fâché, il part chercher Araminthe pour lui demander une explication. Finalement, on ouvre le paquet et on voit que c'est un portrait d'Araminthe. Marton est affreusement déçue, elle comprend que Dorante ne l'aime pas. Dubois intervient alors, il fait celui qui n'est pas du tout au courant et Dorante étant partie, Dubois prétend devant le comte, devant Madame Argante, devant Araminthe, qu'il a trouvé un portrait chez Dorante et qu'il a voulu s'en emparer pour une question de décence parce qu'il ne trouvait pas ça correct que cet homme ait ce portrait chez lui et que Arlequin, un autre personnage, est intervenu et qu'ils sont donc en querelle, ils demandent l'arbitrage de la famille. Le comte et Madame Argante, évidemment, somment Araminthe de renvoyer immédiatement Dorante qui a un comportement inadapté, inadéquat, puisqu'il a dans sa chambre un portrait de son employeur. Araminthe discute avec Dubois, elle refuse de renvoyer Dorante, mais elle voudrait bien quand même le forcer à s'expliquer. Alors elle a une idée, elle fait appeler Dorante et elle lui demande de rédiger une lettre pour le comte, une lettre dans laquelle elle dit au comte accepter de l'épouser. Elle imagine que la Russe va pousser Dorante à la supplier de ne pas le faire et à lui déclarer son amour, mais Dorante se doute qu'il s'agit d'une ruse et donc il ne va rien dire, il va rédiger la lettre tranquillement. Marton vient les rejoindre à ce moment-là et elle feint d'accepter d'épouser Dorante. Dorante est un peu coincé, pourrait-on dire. Il explique alors qu'il aime une autre femme. Araminthe essaie de le pousser dans ses retranchements, elle insiste avec vivacité, elle finit par lui montrer le portrait qu'elle a découvert, et là, évidemment, Dorante, qui est prise au piège en quelque sorte, va se jeter à ses pieds et lui avouer de cette façon son amour. Araminthe est émue, elle lui pardonne, mais au moment où peut-être une idylle pourrait naître, Marton pousse un cri, Araminthe est sûre qu'elle les a vus, elle est fâchée, elle demande à Dorante de partir et elle renvoie Dubois qui essaie à ce moment-là de venir la voir pour savoir si son plan a réussi, si elle commence à avoir des sentiments amoureux pour Dorante. Voilà comment se termine le deuxième acte. Dans le troisième acte, Dorante est très inquiet. Il craint que le fait que Marton les ait surpris n'ait effrayé Araminthe. Dubois lui fait alors rédiger une lettre et il l'assure de ce que les choses sont quand même en bonne voie. Dubois va se débrouiller pour que Marton tombe sur la lettre et s'en saisisse. Madame Argante revient sur la scène et elle a fait convoquer Monsieur Rémy pour lui reprocher d'avoir fait rentrer un homme comme Dorante dans sa maison. Pour Madame Argante, Dorante, c'est toujours ce jeune homme un peu étrange qui a dans sa chambre le portrait de sa fille. Araminthe intervient dans la querelle puisqu'elle n'a pas vraiment le choix et elle feint tout d'abord de prendre les sentiments de Dorante à la légère, disant que ma foi, heureusement que son petit personnel l'aime et que c'est mieux ainsi, plutôt que si le petit personnel la détestait. Dorante finit par arriver, il sent qu'il est sur le point d'être renvoyé, mais Araminthe intervient de nouveau et elle l'assure qu'elle ne le renverra pas. Marton, qui veut essayer de convaincre sa maîtresse de ce que ce jeune homme est un jeune homme un peu pervers, remet la lettre qu'elle vient de dérober au comte et le comte va la lire à voix haute. Cette lettre, qui je vous le rappelle a été rédigée sous la dictée de Dubois, est prétendument adressée à un ami. On peut imaginer que cet ami n'existe pas, la lettre est simplement un stratagème supplémentaire dans l'intrigue. Cette lettre donc est une lettre dans laquelle Dorante va dire tout son désespoir et son désir de partir s'expatrier parce qu'il a honte d'avoir mis Araminthe dans une situation délicate. Et devant Araminthe, Dorante, bien évidemment, reconnaît être l'auteur de cette lettre. Araminthe évidemment est irritée, elle congédie tout le monde, elle se fâche contre Dubois qui avoue qu'il est celui qui a permis à Marton de se saisir de la lettre. Elle veut rester seule et puis finalement elle pardonne à Marton, elle lui rend son amitié et puis elle pardonne aussi à Dorante qui est venue lui présenter ses excuses. Et pendant qu'il lui présente ses excuses, elle va reconnaître devant lui qu'elle est amoureuse de lui. Le jeune homme est évidemment fou de bonheur, mais il veut être honnête et il va lui avouer, avant que l'histoire entre eux ne débute, toute la vérité. C'est-à-dire qu'il va lui avouer que tout ce qui s'est passé dans sa maison depuis quelques jours relevait d'intrigues pensées par Dubois qui est son complice. Araminthe pardonne de nouveau, pardonne tous les stratagèmes et les mensonges, et le comte, qui comprend que ces deux-là s'aiment pour de vrai, pour de bon, se retire de façon très élégante. Tout le monde est donc heureux, sauf Madame Argante, qui est mécontente parce qu'elle voulait vraiment que sa fille épouse un comte. Voilà pour le résumé rapide mais complet des 3 actes de cette pièce.
J'en viens maintenant aux principales thématiques des fausses confidences. Évidemment, la thématique principale, c'est la relation amoureuse et l'exploration des sentiments humains. Marivaux a très vite compris que l'amour ne devait plus être réservé à la tragédie. Et la comédie qu'il nous propose avec les fausses confidentes est construite autour de l'amour et plus précisément autour de la naissance de l'amour. Le spectateur et le lecteur accompagnent le personnage féminin, Araminthe, dans les questionnements qui vont la conduire à découvrir petit à petit ses sentiments pour Dorante. Deuxième thème important de la pièce, la question du pouvoir et de l'argent. Dans cette comédie, deux visions du mariage s'opposent. La première, celle des mariages d'amour, et la deuxième, celle des mariages d'intérêt. L'amour peut donc être contrarié par la question des biens, des possessions, de la fortune, et Dorante n'est pas un bon parti, même s'il est issu d'une bonne famille, même s'il s'agit d'un homme plein de qualités, parce qu'il n'est pas fortuné. Plus généralement, ce que montre Marivaux dans cette pièce, c'est une société qui est obnubilée par l'argent et par le rang social. Et je vous renvoie bien évidemment au personnage de Madame Argante qui a cette obsession d'un mariage de sa fille avec un noble. Thème suivant, ce sont les revendications révolutionnaires de la pièce. Dubois, c'est celui qui mène le bal, celui qui intrigue, celui qui permet à la vérité d'éclater au grand jour. Or, Dubois, qui est donc le personnage qui manipule tous les autres, qui fait preuve d'un certain esprit et d'une grande malice, est un personnage de basse condition. Chez Marivaux, il y a donc une affirmation de ce que la valeur de l'individu est liée à lui-même, à son caractère, à ce qu'il est, et non à sa naissance. Or, dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française, ce n'est pas une évidence. Et bien au contraire, on considère que la naissance est ce qui apporte qualité à l'individu. Donc, vous pouvez reconnaître dans cette pièce, dans cette façon de considérer l'individu et sa valeur, les prémices de ce que seront les revendications révolutionnaires quelques années plus tard, qui ne diront pas autre chose que « nous voulons que l'individu soit reconnu pour sa valeur propre, sa valeur intrinsèque, et non pas pour sa naissance. » Et il est révélateur dans la pièce que Madame Argante, la mère, est un personnage âgé, et elle va représenter en quelque sorte cet ancien régime qui est en train, petit à petit, de s'effondrer. Enfin, dernière thématique de cette pièce, ce que l'on appelle le Theatrum Mundi, le théâtre du monde, le monde comme une pièce de théâtre. La scène, ici, chez Marivaux, c'est le règne des illusions et des mensonges. Tout le monde ment à tout le monde. Dorante cache son amour, Araminthe cache à son tour son émoi face au jeune homme dès qu'elle sent qu'elle est amoureuse, Dubois dissimule ses intentions, et Marivaux peint finalement une société dans laquelle tout le monde est dans le faux semblant, chacun déguise et dissimule sans cesse ses pensées, ses sentiments. On peut donc considérer que la pièce, c'est une pièce qui est aussi politique que sentimentale. D'abord parce qu'elle peint cette société de faux-semblants et ensuite parce qu'elle commence à introduire des idées révolutionnaires sur la scène du théâtre. Puisque nous venons de voir les principales thématiques, nous pouvons maintenant nous intéresser aux principaux enjeux littéraires et culturels de l'œuvre. La première chose que l'on remarque dans cette pièce, c'est qu'il y est question d'une relation maître-valet. Cette relation maître-valet que met en scène Marivaux, ce n'est pas quelque chose de novateur. C'est une tradition qui est largement antérieure à Marivaux et au XVIIIe siècle, puisqu'on trouve des couples maître-valet dès l'Antiquité. Dubois est donc un personnage qui s'inscrit dans la lignée des valets qui le précèdent. Il a l'esprit vif, il a les insolences, il a l'art d'intriguer. Néanmoins, le personnage de Dubois est un personnage assez novateur dans la mesure où Marivaux va étoffer son personnage en lui permettant de devenir un stratège. Il n'est pas seulement un complice du grand qu'il sert, il est celui qui va être à l'origine des intrigues et d'ailleurs il va fréquemment employer un vocabulaire qui est en lien avec le militaire, montrant que ces intrigues qu'il met en place sont véritablement œuvres de stratèges, c'est-à-dire d'hommes qui maîtrisent l'art de la guerre, l'art du militaire. Et je vous donne deux exemples d'expressions qui relèvent du militaire. Point de quartier, jouer toutes nos batteries. Deuxième enjeu littéraire de la pièce, le fait qu'il s'agit d'une pièce méta-théâtrale, c'est-à-dire d'une pièce qui parle de théâtre. Le personnage de Dubois, c'est un metteur en scène. Il dirige ses acteurs,
Il leur souffle leurs répliques, il passe d'ailleurs beaucoup plus de temps hors scène que sur scène, et quand il parle, il fait référence au théâtre, par exemple lorsqu'il évoque Araminthe qui voudrait lui, je cite, souffler son emploi, ou lorsqu'il demande à Dorante de se laisser, je cite, conduire. Donc on a ici une mise en abîme d'une pièce de théâtre qui parle de théâtre. Un des enjeux littéraires de cette pièce, c'est le fait que c'est une pièce à double lecture. C'est une comédie, elle finit bien. Mais la fin pose quand même question. Dubois a réussi ses manipulations et la veuve a finalement pardonné sans grande difficulté aux deux hommes. Sauf qu'en pardonnant aux deux hommes, finalement, elle marque le triomphe des stratagèmes et le triomphe des manipulateurs. Et cette fin pose la question des sentiments de Dorante. Est-ce qu'il est bien ce jeune homme amoureux et timide qu'on a suivi tout au long de la pièce ? Puisque les manipulateurs sont victorieux, est-ce qu'on ne peut pas considérer que Dorante serait un manipulateur? Est-ce qu'il est si sûr que ça qu'il faille comprendre le mot « fortune » au sens de « me rendre heureux » lorsqu'il remercie Dubois de vouloir faire sa fortune? Est-ce qu'il ne mentionne pas là l'argent d'Araminthe? Est-ce que c'est pas lui d'ailleurs qui se réjouit de manipuler Marton en laissant entendre qu'il a peint son portrait? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a une pièce à double lecture. Les deux possibilités sont ouvertes et évidemment, il vous appartient d'évoquer les deux si on vous posait la question. Enfin, dernier enjeu de cette œuvre, c'est évidemment le marivaudage. Le marivaudage, c'est un dialogue amoureux, le plus souvent, qui est subtil, qui est recherché. Et on retrouve un exemple parfait de ce marivaudage dans l'échange entre Dorante et Amarinthe lorsqu'elle essaie de lui faire dire qu'il l'aime et qu'elle parle du portrait. Il est triste d'avoir perdu un portrait, elle lui demande pourquoi, etc. Et tout le monde tourne autour du pot, sans jamais véritablement s'avouer les choses, mais en s'avouant quand même un peu les choses. Ce terme de marivaudage, il naît, semble-t-il, en 1739. Il va très vite porter préjudice à Marivaux, parce qu'au XVIIIe siècle, le marivaudage, c'est un terme péjoratif qui veut dire préciosité, qui parle d'un dialogue artificiel, d'un échange qui n'a pas grand-chose de naturel ou de sincère. Aujourd'hui, on considère tout au contraire que le marivaudage est effectivement propre à la langue de Marivaux, mais que ce marivaudage, en fait, c'est une sorte d'outil d'investigation psychologique par lequel un être, un personnage, amène un autre être ou personnage à dire ou à avouer des sentiments, des idées, des pensées qu'il voudrait cacher. Voilà pour les principaux enjeux littéraires de cette œuvre. Cette fiche de lecture, que j'espère évidemment la plus complète possible, et qui était consacrée aux fausses confidences de Marivaux, touche à sa fin. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée.